On a coutume à dire que l'agriculture, c'est le secteur tel que le plus rentable en Afrique. Le secteur même le plus rentable au monde. Hein. Parce qu'on a besoin de l'agriculture, on a besoin de se nourrir pour vivre, non? Mais dans ce secteur-là, si tu ne te lances pas de façon pensée, avec beaucoup de stratégie, avec connaissance, je dirais même avec beaucoup de compétences, tu vas taper poteau. Tu vas échouer. Parce que, comme j'ai coutume à te dire, dans le domaine agricole regorge énormément de compétences, beaucoup de corps de métier, beaucoup de choses à maîtriser avant de se lancer. Dans le domaine agricole, tu sais que l'agriculture fait quoi avec la nature, l'environnement, avec la biodiversité. L'agriculture fait quoi avec la macrofaune et la microfaune. L'agriculture fait quoi avec le sol. Et que dans le domaine agricole, tu ne vas pas aller produire tant que tu ne sais pas dire à qui vendre. Donc ça fait sens avec la vente. Donc il faut maîtriser la vente. Il faut maîtriser le marketing. Il faut maîtriser la communication. Il faut maîtriser, c'est-à-dire que l'économie, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que nous sommes dans un monde globalisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le libre-échange. Donc avant de te lancer dans une spéculation, il faut déjà savoir que tu as le contrôle sur cette spéculation-là et qu'il y a la demande du marché. Savoir que c'est les consommateurs qui ont une demande. Donc il va falloir maîtriser la comptabilité parce que derrière, comme toute activité génératrice de revenus, il faudrait que à la fin de la journée, que tu gagnes. Donc ça va te demander comme ça aussi de maîtriser les ressources humaines parce que tu vas gérer les hommes. Et là-dedans, ce n'est pas facile. Ça va te demander de maîtriser la météo. Tu vois, en ce moment, avec le réchauffement climatique, le choix de tes cultures sera déterminant. Le modèle aussi d'agriculture que tu vas faire sera plus que déterminant. Tu vois que je te parle, depuis 4 ans, je te parle de ça. Le choix de la semence sera déterminant. Ça va te demander aussi de maîtriser les différents intrants. Quand je parle ici d'intrants, c'est la semence, c'est les produits phytosanitaires, ce sont les engrais, c'est la mécanisation, c'est les kits d'irrigation. Tu vois que la liste, je n'ai même pas tout cité, hein, ça va te demander de maîtriser aussi tout ce qui est géoéconomie, géostratégie, géopolitique, parce que tout ça, ça entre en jeu. Tout ça, c'est pour l'agriculteur. Or que, tel qu'on nous vend l'agriculture aujourd'hui, tel que nous la faisons en Afrique, est-ce que tu penses que le paysan qui est en Afrique prend toutes ces contingences? Tu penses que nos ingénieurs agronomes, nos dirigeants qu'en Afrique, divulguent tout ce que je viens de citer là aux producteurs en Afrique? C'est pour ça que lorsqu'on va produire, on va généralement produire de façon émotive, on est dans le suivisme, on est tout simplement à chercher la culture qui est rentable. Je dirais même aussi que la rentabilité d'une culture, attention, ce n'est pas parce que on te dit que la culture est rentable que forcément, lorsque tu vas aller te lancer, tu vas gagner de l'argent. Donc, si je te dis tout ça, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai pensé avant d'aller entreprendre dans le domaine agricole. L'agriculture, je fais l'agriculture depuis la petite enfance. J'ai vu comment les grands-parents ont procédé. J'ai suivi les parents, j'ai suivi mes oncles. Moi-même, j'ai baigné là-dedans. Donc, c'est pour ça que je peux me sentir très à l'aise lorsque je parle d'agriculture. C'est pour ça que je me sens très à l'aise de parler sur tous nos produits du terroir, sur les cultures vivrières. Parler de stratégie. Donc, maintenant, quel est le modèle? Avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'analyse. Parce que je te parle, je suis depuis l'Occident, je connais aussi le modèle occidental. Je sais comment qu'ils ont fait pour se retrouver là aujourd'hui, dans ce système de production. Je connais les points forts, je connais les points faibles. C'est ça qui m'a permis d'aller choisir
le modèle gagnant, le modèle que je fais présentement, et le modèle vers lequel toute personne intéressée par le domaine agricole devrait se lancer. Toute personne qui veut faire du chiffre, toute personne qui veut produire de façon saine, naturelle, en respectant la biodiversité, en gagnant de l'argent, se doit d'aller faire. Et je vais même te dire qu'exhorter beaucoup plus d'Africains d'aller vers ce modèle parce que le modèle industriel tel que c'est vendu là maintenant, je vous dis clair que nous, Africains, nous ne pouvons pas nous lancer dedans. Les Africains ne peuvent pas se lancer dans le modèle industriel. Donc j'ai déjà commencé à dévoiler. Le modèle industriel ici, c'est le premier modèle. C'est un modèle. Hein. Donc industriel ici, c'est industriel. C'est produit de façon industrielle sur quoi? Quand on dit agriculture industrielle, c'est tout ce qui est produit sur des grandes superficies, de façon intensive, généralement sur la monoculture, suivi de la mécanisation, des produits chimiques, et puis beaucoup d'eau. Ce modèle-là, c'est le modèle qui présentement est fait ici en Occident. Mais c'est un modèle qui est avec beaucoup de conséquences sur le plan climatique, sur le plan de l'environnement, sur la qualité des eaux, sur la destruction de la biodiversité, et qui derrière, avec la monoculture, généralement basée sur les céréales, tu vois, n'enrichissent pas le producteur. Et c'est vers là que certains Africains veulent se lancer. Et c'est vers là que l'économie dominante veut nous emmener. Moi, ayant pensé tout ça, ayant vu les travers, j'ai choisi un autre modèle. Le modèle que moi j'ai choisi, c'est le modèle d'agroforesterie. Pourquoi j'ai choisi l'agroforesterie? J'ai choisi l'agroforesterie parce que l'agroforesterie offre énormément d'éventails. Avec l'agroforesterie, le but ici, c'est de venir imiter la nature. Moi, quand je regarde, je marche, je suis très curieux. Quand je regarde la forêt, c'est-à-dire que la nature n'a pas eu besoin de l'intervention humaine. Lorsque tu regardes la forêt, c'est-à-dire que le bassin du Congo, lorsque tu regardes la forêt amazonienne, lorsque tu regardes la forêt de Bornéo, pour ne citer que les 3 gros poumons du monde, ben regarde même que la prairie, dans ta plantation, regarde même les forêts qui sont dans ton champ. Est-ce que c'est toi qui es venu planter tous ces arbres qui poussent de façon naturelle? Est-ce que c'est toi qui as planté les légumineuses, les fruits, les grands arbres? Non, tout ça, ça pousse de façon naturelle parce que la nature n'a pas attendu qu'on soit là. Ces arbres poussent de façon naturelle parce que c'est comme ça que la nature veut que les choses soient en fait. Donc si tu veux aussi aller opérer, tu te dois tout simplement d'observer comment la nature fonctionne. Donc en observant comment la nature fonctionne, tu essaies aussi de répliquer pareil. Mais cette fois-ci, avec des arbres qu'on peut consommer, tu vois que la nature, des fois, il y a des arbres qui poussent, qui ne sont pas, c'est-à-dire que justement, comestibles. Mais qui, des fois, on peut utiliser les feuilles. Il faut savoir que les arbres ne sont pas inutiles. C'est parce qu'on n'a pas encore maîtrisé tout simplement l'utilité. Mais on peut utiliser les feuilles, on peut utiliser l'écorce, on peut utiliser, c'est-à-dire que les racines, on peut aussi utiliser même le tronc. Donc l'arbre n'est pas là au hasard. La nature ne met pas les arbres au hasard. Et je te dis que ces arbres-là, ça vient créer comme ça, c'est-à-dire un microclimat qui lutte contre le réchauffement climatique. Les arbres viennent absorber, c'est-à-dire que le CO2, et ça empêche, c'est-à-dire que l'effet de serre. Les arbres ont cette capacité de capter, d'apporter l'eau, parce que ça crée, c'est-à-dire que l'humidité, ça apporte l'eau, ça crée la pluie. Les arbres, par les racines, c'est-à-dire que vont décompacter le sol. Les arbres, par les racines, c'est-à-dire que justement, permettent la porosité, c'est-à-dire que des sols. Les arbres permettent qu'il y ait comme ça, c'est-à-dire que la vie, c'est-à-dire qu'il y ait apporte la biodiversité. Tu vois que quand il y a des arbres, il y a des oiseaux qui sont là. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux, c'est-à-dire qui prolifèrent. Et les oiseaux aussi ont un très grand rôle parce qu'avec les déjections des oiseaux, ça amende les sols. C'est de l'engrais. Un engrais organique gratuit que les oiseaux nous donnent. Ça crée, c'est-à-dire que justement, dans la biodiversité, avec les rongeurs, certains mammifères, ces mammifères qui viennent comme ça aussi, c'est-à-dire que déféquer, et des fois meurent, c'est toujours le carbone. L'arbre crée le carbone.
Donc, lorsque tu as pensé ça, tu vois, c'est comme ça que tu penses. Jusque-là, je ne sais pas si j'ai encore plusieurs personnes avec moi. Mais pour vous qui me suivez depuis 4 ans, vous savez que voilà le discours que je tiens. C'est comme ça qu'il faut voir. Donc, c'est déjà d'abord la connaissance. Je vais te demander ici, je vais vous demander de vous former. N'allez pas vers le domaine agricole de façon hasardeuse. N'allez pas tel que par slogan quand on vous dit ici que non, telle culture est rentable. Non. J'ai fait exprès de venir comme ça pendant 4 ans, partager avec vous la diversité de cultures. Je vous ai donné la rentabilité de chaque culture par hectare. Je vous ai donné l'itinéraire agronomique. Je vous ai donné la stratégie qu'il faut mettre en place. Mais en vous disant aussi en même temps que je ne vous bride pas. Donc je n'impose pas une culture. Vous avez vu ici qu'avant c'était il faut aller faire le piment. Le piment est hautement rentable. Oui, le piment est rentable. Mais tu vas le faire sur quel style, sur quel modèle? Si tu vas plutôt faire un champ de piment intensif sur la monoculture de piment, tu vas droit au mur. Si tu te décides aujourd'hui de te lancer sur 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares uniquement de piment, tu vas droit au mur. Je sais comment tu vas finir. Donc, c'est des cultures comme ça qui sont rentables. Mais si tu vas uniquement faire le piment sur la monoculture, ce n'est pas possible. Tu vas uniquement faire la tomate sur la monoculture, tu te casses les dents. C'est pour ça que ces cultures-là échouent. Même lorsque les organismes viennent ici prendre votre argent, hein, vous souscrivez, c'est-à-dire que des fois, vous avez des fois des millions à souscrire. Ils échouent pourquoi? Ces organismes échouent parce que ce sont des cultures qu'ils ne peuvent pas pour l'instant produire, c'est-à-dire qu'à grande échelle. Parce que ça demande énormément, c'est-à-dire que d'intrants, ça demande énormément, c'est-à-dire que ça d'énergie. Donc, savoir que la monoculture, c'est vrai, c'est des cultures qui entrent en production rapidement au bout de 3 mois. Certains au bout de 2 semaines. Certains 45 jours. Mais il faut savoir que la nature, comme je t'ai expliqué, la nature ne fonctionne pas en singleton. La nature ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la nature, quand tu es seul, c'est-à-dire que tu es isolé. La nature, c'est-à-dire que c'est toujours en association. Tu as vu une forêt, il n'y a pas qu'un seul arbre. Ou il n'y a pas qu'une seule variété d'arbres. Dans une forêt, il y a une multitude de variétés d'arbres, multitude de variétés de fruits, multitude de variétés de légumineuses, multitude de variétés de champignons, multitude de variétés de biodiversité. C'est ça la vie en fait, ça foisonne de vie. Donc ce qu'on se devrait de faire, c'est de copier justement ça. Donc tu vois que quand tu vas uniquement faire la tomate, tu es en danger. Quand la tomate est uniquement, c'est-à-dire que sur 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares, tu es en danger. Du moins, tes cultures sont en danger. En danger par le réchauffement climatique. Tu vois que le danger là maintenant, on ne maîtrise plus la météo. On n'est pas autonome sur le plan hydrique. Ça va te demander d'irriguer, ce que présentement nous ne pouvons pas. Et lorsque tu vas irriguer, ça augmente ton coût de production. Ça va te demander beaucoup d'intrants chimiques. Parce que lorsque tu fais uniquement la monoculture, il y a des bioagresseurs qui vont venir agresser justement cette culture-là. Donc ça va te demander de pomper énormément de produits chimiques. Ce qui élève encore ton coût de production. Ça va te demander de verser beaucoup d'engrais. Parce que, ces semences-là ont été justement produites de façon à suivre une posologie. Sans parler de la qualité des semences, ça va te demander ici. C'est pour ça que tu me vois, je milite pour les semences paysannes, les semences reconductibles. Parce que les semences appartenant aux compagnies sémencières, il faut comprendre que ces compagnies ont fait des recherches. Lorsqu'ils sortent des semences, ces semences-là sont brevetées. Et aujourd'hui, pour les produits, on est obligé d'aller acheter. Donc, ce sont des semences qui ne sont pas reconductibles. Donc, tu vas encore, une fois de plus, tu vas encore aller casquer. Et en parlant de la monoculture sur les produits qui entrent, les produits de court cycle, il faut comprendre aussi qu'il y a autre danger. On ne maîtrise pas, pour l'instant, le système de conservation. On n'a pas la science, on n'a pas la technologie qui va avec, qui nous permet de conserver nos produits ou même de transformer. Voilà encore un autre volet, la transformation. Pour information, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque année, nous perdons plus de 50% des cultures que nous produisons. Que ce soit les fruits,
Quand je parle de fruits ici, c'est pamplemousse, orange, tout ce qui est agrumes, tout ce qui est mangue. Est-ce que tu imagines les quantités de mangue que nous perdons chaque année? Pour faute de conservation, pour faute de transformation. Nous perdons chaque année en termes de maraîchage. Quand on parle de tomates, si tu vas faire 2 hectares, 10 hectares de tomates, est-ce que tu sais à qui tu vas vendre? Nous n'avons pas d'unité de transformation de tomates. Et nous produisons tous la tomate par rapport à la météo, à la saison pluvieuse, et on récolte au même moment. Arrivé au marché, il y a embouteillage, tout le monde ramène la tomate. Après, toi, le producteur, tu n'es pas au contrôle du prix parce que c'est l'acheteur qui va prendre par rapport au prix que lui a fixé. Il ne tiendra pas en compte ton coût de production, il ne tiendra pas en compte la logistique, le transport, parce que généralement, on va produire des fois à plus de 100 km des lieux des marchés. Il ne tient pas en compte la main-d'œuvre, il ne tient pas en compte tous les efforts que tu as fournis. Tu vois que généralement, tu viens des fois, tu es obligé de vendre à perte. Alors que si tu avais, c'est-à-dire que la science, la compétence, la technologie qui te permettait de transformer la tomate, tu aurais qu'à apporter la plus-value. Moi, c'est comme tout ce que je dis là, c'est comme ça que j'ai pensé avant d'aller faire l'agriculture. Il faut aussi comprendre que lorsqu'on parle de transformation, on parle d'industrie. Lorsqu'on regarde aussi l'industrie aujourd'hui, nous ne sommes pas assez outillés. Nous ne sommes pas assez prêts pour aller dans le domaine industriel. Excusez-moi de vous le dire. On vous vend le domaine industriel, mais vous n'êtes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Pourquoi je le dis? On ne peut pas aujourd'hui commencer à aller parler d'industrie ou d'industrialisation tant que nous ne sommes pas autonomes. On n'a pas l'autonomie même sur le plan sécuritaire. Tu vas aller embraser 1000 hectares de plantation. Dans quelle région? Quelle est la région qui est sécure aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la justice? Est-ce que nous sommes autonomes, c'est-à-dire que sur le plan, nous sommes autonomes sur le plan énergétique? Lorsque tu vas aller produire sur 100, 200, 300, 400 hectares, est-ce que nous sommes autonomes sur le plan énergétique? Tu vas aller monter quelle industrie? Est-ce que nous sommes autonomes sur le plan technologique? Est-ce que les machines, les différentes machines dont l'industrie, c'est-à-dire agroalimentaire, aura besoin, avons-nous la capacité de les produire? Tu vois? C'est ça le problème en fait. Est-ce que nous sommes autonomes sur le plan, c'est-à-dire voilà, des infrastructures? Lorsque tu vas aller produire, comment est-ce que tu vas sortir tes vivres? C'est comme ça que j'ai pensé. Tu sais peut-être prêt à me dire que ben, Thierry, on peut aller acheter les machines en Chine. Je dis encore une grosse erreur parce que lorsqu'on est dans l'optique de vouloir développer le pays, on se doit d'aller de façon patriotique. Je ne refuse pas qu'on se doit on peut aller chercher la technologie, mais si on commence plutôt maintenant à aller importer les machines, mais quelle est l'économie qu'on fait travailler en fait? Je vois en ce moment que il faut aller en Inde, il faut aller en Turquie. Et même des fois, c'est-à-dire que pour des machines de rien du tout, des machines sur lesquelles on pouvait faire confiance à nos artisans, les chaudronniers, à la limite qu'ils aillent acheter peut-être les moteurs parce qu'on n'a pas encore la technologie pour fabriquer les moteurs, oui. Mais en ce qui concerne l'ossature, c'est de la ferraille, c'est rien du tout. C'est de la soudure, c'est rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde, on va aller en Chine, Mais lorsqu'on le fait, la question que je pose, quelle est l'économie qu'on fait travailler en fait? C'est l'économie chinoise, c'est l'économie indienne, c'est l'économie turque, c'est l'économie occidentale, parce que là-dessus, eux, ils ont les industries, ils font travailler la main-d'œuvre. Ils font travailler des millions de personnes. Alors qu'on sait que chez nous en Afrique, le chômage bat le plein. Le chômage bat son plein. Donc on devrait plutôt faire confiance à nos artisans. C'est pour ça que je parle ici de valoriser et de vulgariser les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur aussi, c'est les artisans, c'est les forgerons, c'est les menuisiers, c'est les charpentiers, c'est les électriciens, c'est les informaticiens, c'est tous ces techniciens-là, nos ingénieurs qu'on devrait mettre au travail. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé avant d'aller faire mon modèle. Qu'il est aberrant à chaque fois de dire ben, le cacao, t'as dit que ne paye pas. On est allé, on a corrompu, t'as dit que nos parents, ils sont allés produire le cacao.
Et aujourd'hui, ça ne les rapporte pas. Non, le cacao, c'est un produit noble. Le cacao, c'est un produit noble. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la connaissance. Nous n'avons pas l'expertise technique qui nous permet de fabriquer les produits dérivés. Le cacao, il faut venir voir comment c'est-à-dire que les Occidentaux raffolent du chocolat, raffolent du beurre de cacao. Parce que le beurre de cacao, ça va c'est-à-dire que dans la cosmétique. On peut faire de la liqueur avec le cacao. On peut faire le chocolat tartiner avec le cacao. La poudre de cacao, on peut faire du petit déjeuner avec. Donc tu vois, là, si on partageait plutôt cette information-là, cette connaissance-là aux producteurs, aux cacaoculteurs, à comment transformer les fèves de cacao en produits dérivés, ben, ce serait des rentiers. Donc j'ai coutume à dire que l'agriculture, ce n'est pas une question de superficie, c'est une question de choix de la culture. Et c'est une question de rentabilité de la culture à l'hectare. C'est en poussant ces réflexions-là que je me suis dit, non, je ne vais pas aller faire l'agriculture comme tout le monde, comme nos parents ont fait. Je ne vais pas me laisser embarquer dans les émotions, que ce n'est pas la superficie. Donc une fois j'ai dit que nous ne pouvons pas, à l'heure aujourd'hui présentement, faire l'agriculture industrielle, tu conviens avec moi qu'on se doit d'aller vers un autre modèle. Le modèle aujourd'hui que chaque Africain, que tous les Africains peuvent faire, c'est le modèle d'agroforesterie, tout simplement. Ce modèle qui imite la nature. Imiter la nature, venir travailler en symbiose avec la nature. Moi, c'est pour ça que je suis allé, je me suis dit, bon, je viens faire une agriculture, non seulement qui nourrit son homme, qui nourrit c'est-à-dire que la population, avec des produits de qualité, mais qui nourrit aussi son homme, où on gagne de l'argent. Donc, avec le modèle que je vais partager ici avec toi, c'est un modèle qui n'échoue pas. C'est un modèle qui te rend riche. C'est un modèle qui te reste dans la prospérité à vie. Si tu échoues avec ce modèle, je vais te demander d'aller au village te laver. Je peux répéter, avec ce modèle que je vais partager là, si tu échoues là-dessus, si tu ne gagnes pas de l'argent, je vais te demander que tu ailles au village te laver. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que l'information que je partage avec toi, je ne suis pas en train de te demander, mais je te dis, ce n'est pas une expérience que je suis en train de faire, mais c'est du concret, c'est du pratico-pratique. Moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. En disant que je ne vais pas aller faire l'agriculture comme tout le monde. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de Agripreneur et Visionnaire. J'ai mûri la chose dans mon esprit. Je ne suis pas allé demander à un ingénieur agronome de me dessiner le plan. Je dis que je suis dans l'agriculture depuis la petite enfance. Mon village, je suis dans le département du Bungu. C'est le bassin, la mamelle nourricière du Cameroun. Mon village, en termes d'agriculture, nous sommes pionniers. Et les plantations industrielles, je suis né dedans. Que ce soit le palmier à huile, que ce soit l'EVA, dans mon village, il n'y a que ça. Des plantations à perte de vue d'EVA, détenues par la compagnie, c'est-à-dire étatique qui est la CDC. Des plantations à perte de vue, c'est-à-dire quoi, de palmier à huile. Donc, en termes d'agriculture industrielle, je sais c'est quoi. Il y en a qui parlent des fois d'agriculture industrielle, qui n'ont même jamais vu une plantation de plus de 50 hectares, qui n'ont jamais vu une plantation de 100 hectares. Ne parlons même pas de plantations de 1000 ou de 2000 hectares, mais parlent d'agriculture industrielle et ne connaissent pas les contingences qu'il y a d'aller produire une monoculture de façon intensive sur les grandes superficies. Donc, c'est pour cela que je suis allé. Donc, je me suis questionné. J'ai dit, quelles sont les cultures que je peux produire et durer dans le temps. Non seulement sécuriser mes terres, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec les problèmes d'accaparement des terres, tu te dois aussi d'aller produire de façon stratégique. Si tu veux sécuriser les terres, si tu veux laisser que les terres à tes enfants ou aux générations qui viennent. Il y a des cultures stratégiques que tu dois mettre en place. Donc certaines cultures ne pourront pas sécuriser tes terres. Même en termes de pouvoir, c'est-à-dire que légaliser tes terres sur le plan légal, excuse-moi la tautologie, même lorsqu'il va falloir aller faire un titre foncier, il y a des cultures qui viabilisent les sols. Certaines cultures, lorsque tu vas les produire, ne pourront pas viabiliser tes sols. Donc c'est comme ça qu'en réfléchissant, je t'ai dit au départ que c'est les consommateurs qui dictent aussi la pollution.
Et je trouve que je pars aussi en disant, je vais produire de façon, parce que aller faire l'agriculture aussi, c'est un acte militant. Ça demande d'être patriote, ça demande du patriotisme. Pas le patriotisme de clavier, mais le vrai. Et comprendre que c'est un chemin que lorsque tu vas prendre, ça va demander du temps. Ça ne va pas être facile. Ça va demander du temps, afin de pouvoir voir. Parce que c'est ça, en fait. Le système d'agroforesterie, ça demande du temps. Et un système comme ça, où tu veux imiter la nature, tu te dois de prendre le temps. Parce qu'il y a une loi. Et tu dois respecter cette loi-là. Donc je regarde, dans mon environnement le plus proche, c'est quoi? C'est que c'est le palmier à huile qui s'épanouit. Parce que lorsque tu vas aller faire l'agriculture aussi, c'est l'environnement, tu regardes ton environnement. La zone agroécologique, tu fais avec la nature, tu ne vas pas aller importer. Tac, il y a le palmier qui pousse. Le palmier à huile, voilà, c'est ça, hein, le palmier à huile produit cette huile-là. Et il se trouve que le palmier à huile est originaire du golfe de Guinée. C'est originaire, d'Afrique. Donc ça veut dire que nous avons la technologie, nous avons la science, nous produisons ces semences, nous avons l'itinéraire agronomique pour nous. Donc quoi de plus normal de produire? Et c'est une huile qui fait partie de nos us et coutumes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans huile de palme? L'huile de palme entre partout, dans l'alimentation, dans la cosmétique, dans les biocarburants, dans toutes les industries. Et avec l'huile de palme, il y a énormément de produits dérivés. C'est ça qui est encore intéressant. Il y a l'huile de palme, qui est l'huile de palme rouge. Il y a l'huile de palmiste. Avec les touteaux, tu peux te dire que justement, tu as fait de la provence ou vendre au provandier. Avec les effluents, on peut faire du biogaz. Avec la coque de palmiste, on peut faire du charbon actif ou du charbon écologique. Donc, lorsque je dis palmier à huile, tu vois, je ne m'arrête pas uniquement à la production. Je dis, pour pouvoir gagner, il va falloir que je passe à la phase de transformation parce que c'est en transformant qu'on gagne. C'est en transformant qu'on apporte la plus-value et qu'on gagne encore plus. Tu vois que tout ce que je viens de citer là, c'est des produits dérivés où, si tu n'es pas à la phase de transformation, tu ne vas pas bénéficier des retombées. Si tu vas uniquement tes régimes, c'est celui qui va transformer qui va bénéficier. Donc, ça, je l'ai très clair dans ma tête. Donc, lorsque je rentre dans la production, je mets le volet, c'est-à-dire que industriel, je mets le volet de la transformation. Voilà comment on se lance dans la culture du palmier à huile et on parle de la transformation. Et l'avantage avec la culture du palmier à huile, c'est quoi? C'est une culture qui accepte l'association. Parce que le palmier à huile, l'itinéraire agronomique, le palmier à huile entre en production à partir de 3 ans. 2 ans et demi, tu as déjà les régimes. 3 ans, c'est en production. Mais l'avantage, c'est que pendant de l'année 0 jusqu'à 3 ans, tu peux associer les cultures. Tu peux te dire que mettre là-dedans le manioc, tu peux mettre l'igname, tu peux mettre le taro, tu peux mettre le macabo, tu peux mettre les bananes plantains, tu peux mettre toutes les cultures vivrières. Que ce soit la tomate, tu peux faire toutes les cultures vivrières pendant 3 ans. Tu vois que pendant ce temps-là, pendant que le palmier, c'est-à-dire que évolue, tu as le temps de récolter les cultures vivrières. C'est ça, en fait, la magie de l'association des cultures. C'est la même technique que j'ai appliquée. Je l'ai fait sur 30 hectares. J'ai fait ces cultures-là. J'ai dit, je ne vais pas uniquement te faire le palmier, parce que tu as vu, j'ai dit la monoculture, je ne vais pas uniquement faire le palmier. Je vais aussi faire dans les arbres fruitiers, les arbres fruitiers. Mais lorsque j'ai dit arbres fruitiers, je me suis dit, mais quels sont les types d'arbres que je peux choisir? Tu as vu, au départ, j'ai parlé de la transformation. Tu as vu, j'ai pris le palmier à huile parce que je pouvais transformer avec le palmier à huile. Les autres arbres fruitiers sont intéressants. Que ce soit le manguier, l'avocatier, le goyavier, les agrumes, c'est intéressant. Mais ça devient plus intéressant lorsque tu passes à la phase de transformation. N'oublie pas, je te dis que chaque année, nous perdons 50% de la production. Parce qu'on ne peut pas transformer. C'est en poussant la réflexion. Je me suis dit, mais on a d'autres produits forestiers non ligneux qu'on consomme, qui sont là orphelins, sur lesquels on ne produit pas. Je veux dire, qu'on ne produit pas, on ne domestique pas. Mais sur lesquels on peut, c'est-à-dire, voilà, se lancer là massivement
et qui ne demande pas en termes de transformation, je veux dire, des gros moyens ou qui ne demandent pas de la mécanisation lourde. Voilà comment je pose la réflexion. Je vais vers le poivre. Toujours avec ce challenge-là que je vais produire une culture qui n'est pas faite chez nous, je me lance dans le poivre. C'est ça le poivre. Hein? Donc il faut savoir que le poivre, le nom scientifique, c'est Piper negrum. C'est une épice qui s'épanouit bien dans les sous-bois. Ah, sous-bois. Donc la nature, la forêt. Mais comment est-ce qu'on fait donc pour pouvoir domestiquer, ramener les sous-bois, c'est-à-dire qu'à l'état domestique? On plante les arbres. Donc il faut planter les tuteurs. Donc tu vois qu'en plantant le tuteur, tu viens planter ton poivrier, ce n'est plus la monoculture, c'est bien l'association des cultures. On plante les tuteurs pour apporter le microclimat, tu plantes ton poivre, et dans cette association-là aussi, sur la même surface, tu peux associer, c'est-à-dire que voilà, les bananes plantains, pour toujours créer les microclimats, tu peux associer, c'est-à-dire que voilà, le piment, tu peux c'est-à-dire que mettre même le soja, tu peux mettre le haricot, parce que le poivre aussi entre en production à 2 ans et demi. Donc pendant les 2 ans et demi, tu peux associer tes cultures. C'est ça qui est encore magnifique. Tu associes tes cultures. Mais ce qui est encore intéressant, c'est plus la rentabilité. Tu vois que je suis là, je travaille en symbiose avec la nature. Tu vois que sur la même surface, je récolte la banane plantain, je récolte le piment, je peux récolter le maïs, je peux récolter le haricot, le soja. J'ai en même temps le tuteur qui est une culture que j'entretiens et j'ai le poivre. Mais en attendant que mon poivre entre en production, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans et demi, je peux déjà commencer à récolter le haricot qui est une culture de court cycle, le soja qui est une culture de court cycle. Mais la particularité avec le haricot et le soja, c'est que ça fixe le carbone. Ce sont des légumineuses. Je ne mets pas ça pour rien. Je mets ça parce que ça fixe le carbone, ça apporte la biomasse. L'avantage avec la banane plantain, c'est que non seulement ça me donne le régime, ça apporte un microclimat, ça crée la biomasse avec les feuilles, les résidus, ça apporte la biomasse. La biomasse qui vient enrichir mon sol, qui nourrit, c'est-à-dire que la microfaune et la macrofaune. L'avantage avec mon tuteur, c'est que c'est un arbre, tu vois. Avec les racines de mes tuteurs, ça décompacte le sol, ça aère le sol, ça laisse la porosité, ça permet que l'eau s'infiltre, ça crée le microclimat, ça laisse le carbone qui va enrichir mon sol. Tu vois que je travaille comme ça, c'est-à-dire que voilà, de façon naturelle, sur un sol qui, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, s'aggrade. Donc ça aggrade ici, ça veut dire que ça s'enrichit sans intervention, c'est-à-dire que chimique. J'apporte de la matière organique, voilà, animale, et la biomasse, c'est-à-dire que justement végétale, fait le travail. C'est pensé. C'est comme ça que j'ai pu faire pour faire le poivre. Je suis aussi allé vers nos épices, qui sont les arbres. Vers nos fruits, qui sont les arbres. J'ai choisi que le bitacola. Le bitacola, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle communément la petite cola. J'ai pris que la cola culminata. J'ai fait le choix d'un jiangsang. Tu m'entends parler d'un jiangsang. Tu m'entends parler ici d'un pébé. Là, c'est d'un pébé. Là, c'est des rondelles. C'est des épices. Hein? Des épices qui sont incontournables. Tu nommais. Là, c'est le jiangsang. Le jiangsang appelé akpi. C'est des épices comme ça qui sont incontournables dans nos recettes. Avec ces épices, on peut aussi, que dans la transformation, faire de l'huile. On peut faire des pâtes, on peut faire de l'huile. C'est incontournable. Mais la particularité avec ces épices, c'est que ça pousse de façon sauvage. Nous ne les avons pas domestiquées. Tu vois que toutes ces épices-là, c'est à travers moi que tu entends sur YouTube ces épices. Mais c'est des épices qui sont incontournables. Quand tu vas dans nos marchés, c'est incontournable. Tu ne peux pas faire de la braise, tu ne peux pas faire un rôti, tu ne peux pas faire un bouillon sans ces épices-là. Le poivre, te dit que c'est incontournable sur toutes ces recettes. Non seulement que sur le plan organoleptique, c'est magnifique, c'est délicieux, mais c'est que sur le plan fiduciaire, c'est hautement rentable.
J'ai dit, un hectare de poivrier, c'est la rentabilité, ce n'est pas moins de 30 millions. Tu peux aller jusqu'à 120 millions. J'ai dit, un hectare de poivrier est plus rentable que 100 hectares de céréales. Je dis bien un hectare. Un sac de Njangsang, c'est minimum 300 000. Un sac de Njangsang qui est appris. Un sac de Bitacola, c'est pas moins de 450 000. Donc tu vois que si tu plantes ton Bitacola, admettons que tu aies 10 hectares, ou même 3 hectares ou 4 hectares, et que là-dedans, tu appliques la technique que je suis en train de faire. Moi, je suis sur 50 hectares, mais c'est pour ça que je peux m'amuser avec la surface. Mais toi aussi, tu peux t'amuser. Si tu as 2 hectares, 3 hectares, de façon stratégique, tu peux t'amuser. Tu plantes les arbres, tu peux faire le choix du Bitacola. Tu peux associer, c'est-à-dire que Bitacola, Njangsang, tu les plantes. Tu sais que le Bitacola, c'est au bout de 6 ans, 7 ans que ça entre en production. Tu ne stresses pas. Tu associes maintenant aussi le poivre. Tu sais que le poivre, c'est au bout de 2 ans et demi. Tu ne stresses pas, comme je t'ai dit. Là, derrière, maintenant, tu associes les cultures telles que vivrières ou maraîchères. Tu peux mettre de la tomate en interligne. Tu peux mettre tous les légumineuses, que ce soit le concombre, le gombo, persil, les oignons, les arachides. Tu les mets en interligne. Tu sais qu'en interligne, tu peux faire ton manioc. Tout dépend cette fois-ci de ton imagination. Tu sais que c'est des cultures que tu vas récolter comme ça. Voilà, de coup, si tu vas récolter au fur et à mesure, ça va te permettre comme ça d'avoir de la liquidité, tout en conduisant les arbres, les cultures pérennes, qui sont le poivre, qui sont tels que ton arbre de Njangsang ou de Bitacola. C'est comme ça que j'ai pensé, c'est-à-dire que mon modèle. Avec ce modèle-là, tu ne peux pas échouer. Avec ce modèle, tu ne peux pas échouer parce que tu vois, c'est la diversité de cultures. Tu récoltes peut-être que sur une surface plusieurs cultures. Mais pour cela, ça demande de la connaissance. Ça demande de la compétence. Ça demande que tu te formes. C'est pour ça que moi j'ai pris, tu vois, assez de temps pour venir te partager que la science. Il faut comprendre que là-dessus, c'est la science de la Terre. C'est la chimie, c'est la biologie, c'est la microbiologie, c'est l'environnement. Tu vois, il faut maîtriser la biodiversité. Il faut comprendre que pour pouvoir donc avoir produit de façon, je vais dire, abondante, il faut donc composer avec la biodiversité. L'inconvénient avec la monoculture, c'est que, oui, la monoculture peut-être entre en production rapidement, peut-être la monoculture des céréales, parce que tu vas aller faire le soja, le maïs, le colza, le tournesol, le blond. Ça entre en production rapidement, mais ce ne sont pas des cultures qui sont durables. Je vais dire, quand je parle ici d'être durable, donc qui respecte l'environnement. Ça détruit énormément l'environnement, ça détruit la biodiversité. Et c'est des cultures sur lesquelles tu te dois d'aller produire sur des très grosses surfaces. Donc, qui dit grosse surface va dire déforestation, va dire mécanisation lourde, va dire intensification, c'est-à-dire que des produits chimiques. Ça va dire intensification, c'est-à-dire que de l'eau. Parce qu'il faut comprendre que la composante ici, c'est l'eau. Et le gros danger, je vais te dire, ne va pas produire les céréales sur 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, tu perds ton temps. C'est pour ça que beaucoup échouent, beaucoup finissent pauvres, parce qu'ils sont sur la monoculture, ça ne rapporte pas. Mais lorsque tu as une association telle que je t'ai expliqué là, association de culture, lorsque tu crées la biomasse, lorsque ton sol, c'est-à-dire que voilà, tu séquestres le carbone, tu vois, l'avantage ici, c'est que tu dépenses moins en énergie, tu dépenses moins en biocarburant, je veux dire, tu dépenses moins en carburant parce que tu n'as pas la mécanique, tu dépenses moins en engrais de synthèse, en engrais chimique, parce que tu as dit que la biomasse, la matière organique fait le travail. Tu dépenses moins en eau, tu n'irrigues même pas parce que, tu vois, avec l'association de culture, avec le fait que tu crées la biomasse, ça couvre ton sol n'est pas agressé par les rayons solaires, ton sol peut séquestrer, c'est-à-dire que l'eau qui sort de la nappe phréatique, tu vois que ton sol est toujours humide, frais, aéré et bien drainé, ton sol respire et tes plantes aussi, c'est-à-dire respirent mieux.
Tu vois, c'est ça là, cet avantage, que tu ne dépenses pas. Donc tu composes à la nature. Tu vas dépenser moins aussi en produits chimiques parce que, comme dans la nature, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les insectes auxiliaires, qui sont les bons insectes, et les insectes ravageurs. Et dans la nature, c'est-à-dire que c'est s'équilibrer. Les insectes auxiliaires, qui sont les bons insectes, attaquent les insectes auxiliaires qui vont venir endommager tes cultures, et la vie s'équilibre. La vie s'équilibre. Ça te donne des fruits magnifiques, et c'est comme ça que tu fais pour gagner. Donc voilà le modèle que moi j'ai mis en place. C'est un modèle qui est ultra gagnant. C'est un modèle vers lequel tous les Africains se doivent d'aller. Tu vois qu'avec ce modèle-là, lorsque tu produis, tu peux être sur 5, 10, 15, 20 hectares à échelle d'homme. Ça ne te demande pas d'aller casser la tirelire par rapport à une agriculture intensive sur la monoculture des céréales. Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu vas sur la monoculture des céréales, c'est minimum, c'est-à-dire qu'à 1 million d'euros, l'installation. Et nous, aujourd'hui en Afrique, nous ne sommes pas accompagnés. Il faut comprendre surtout le nœud du problème, c'est que notre agriculture n'est pas du tout subventionnée. Ce n'est pas accompagné. Les banques ne t'accompagnent pas. Et j'ai dit en amont qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc tu vas aller aujourd'hui produire sur 500 hectares de céréales, 500 hectares, je ne sais de quelle monoculture. Tu vas les transformer comment? Tu vas les sortir même de la plantation comment? Qui va t'accompagner sur les moyens financiers? Comment est-ce que tu vas conserver? Comment est-ce que tu vas transformer? Nous ne sommes pas autonomes sur le plan énergétique. Donc tu vois que des fois, on balance des slogans comme ça, je dis personne n'en comprend. Et comprendre aussi maintenant, d'où va jouer que la géostratégie? D'où va jouer la géoéconomie? C'est que beaucoup parlent, mais ne pensent pas. Pour l'instant, ce n'est pas nous qui produisons les semences. Ce n'est pas nous qui produisons la mécanisation. Ce n'est pas nous qui produisons les différents outillages. Les systèmes d'irrigation, les kits d'irrigation, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Nous n'avons pas le contrôle sur les banques. Ce n'est pas nous qui avons les banques, ni commerciales, ni d'affaires. Sur certaines cultures comme les céréales, ce n'est pas nous qui fixons le prix. À quel moment on peut prétendre aller faire un business sur lequel on pourra être autonome, on pourra justement avoir notre mot à dire. Et quand on sait qu'aujourd'hui, le monde, c'est un monde de rapport de force. C'est un monde de rapport de force. Donc il faut comprendre que pendant qu'on va acheter ce matériel, on va acheter tous ces intrants, nous enrichissons plutôt d'autres économies. Et quand je vois en même temps, nous, Africains, nous sommes là à dire qu'on veut notre autonomie. Il faut qu'ils nous laissent, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils rentrent. Mais il faut qu'ils rentrent. Quelle est la technologie que nous avons? Quelles sont les stratégies que nous mettons en place? Mais eux, ils ont ce rapport de force-là que, aujourd'hui, s'ils veulent que nous couper les vivres, ils peuvent nous couper les vivres. Tu vas aller faire l'agriculture industrielle. As-tu le contrôle sur les semences? Non. Le jour où nous sommes en désaccord avec eux, ils disent qu'ils ne nous vendent plus les semences. Le jour où nous sommes en désaccord avec eux, ils disent qu'ils ne nous donnent plus les engrais. Vous n'êtes pas en train de voir ça arriver? Le jour où nous sommes en désaccord, même si nous avons de l'argent, ils disent qu'ils ne nous vendent pas la mécanisation. Ils ne nous vendent pas, c'est leur technologie. Tout ce qu'ils ont fabriqué, ils ont le brevet dessus. Ils ont le droit de dire à qui ils veulent vendre ou de décider à qui ils veulent vendre. Vous avez suivi le capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il a dit? Le capitaine Ibrahim Traoré a acheté certains équipements agricoles. Mais certains fournisseurs ont refusé de lui vendre cet équipement-là. Certains fournisseurs des pays avec lesquels il est en conflit ont refusé. Alors que c'est les pays qui vendaient l'équipement n'avaient pas de conflit avec de conflit direct avec le capitaine Ibrahim Traoré. Mais sauf que quand c'est un pays qui a construit le matériel et qu'il a le brevet dessus, même si c'est un autre pays qui va vendre, à partir du moment où le brevet appartient à ce pays-là, il a le droit de mettre le veto. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous ne sommes pas dans un monde de business. C'est ça le rapport de force. C'est ça la géoéconomie. C'est ça la géostratégie. Donc, tu te dois d'intégrer ça.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se doit plutôt d'aller chercher la compétence. C'est pour ça que tu me vois, j'insiste sur la valorisation et la vulgarisation de nos produits du terroir. C'est pour ça que quand je regarde de façon, on dit non, il faut aller en Chine, il faut aller acheter le matériel en Chine. Ben, la Chine accepte ça aujourd'hui parce que ça l'arrange. Le jour où on ne va plus parler, le jour où il y aura des accords entre la Chine et l'Afrique, ben la Chine va mettre le veto. La Chine mettra son veto. Et on fera comment? C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on aille plutôt chercher maintenant l'expertise, la connaissance, qu'on commence plutôt à permettre à nos artisans de fabriquer le petit matériel avec le modèle d'agroforesterie ou d'agro-silvopastoral. On commence tranquillement. Là-dessus, on peut commencer à faire de la transformation, même de façon artisanale. Oui, il faut l'accepter. Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses pour arriver à maturation prennent du temps. Donc ce temps-là, ça va nous permettre de chercher la connaissance, d'acquérir la compétence. Ça va nous permettre de mettre de l'effort, parce que ça demande de l'effort dans tout ce que je dis là. Ça demande du temps, ça demande du temps. Ça va prendre le temps, parce que toutes les bonnes choses prennent du temps avant d'arriver. Oui, ça demande de l'argent. Il faut investir dans sa connaissance, il faut investir dans le domaine de recherche et technologie, il faut investir sur les infrastructures, mais au fur et à mesure, mais il faudrait que ce soit des richesses endogènes sur lesquelles on aura le contrôle. Il faut investir sur la qualité de nos semences, tu vois, mais tout ça c'est de façon pensée. C'est pour ça que je valorise et je vulgarise nos produits du terroir. C'est pour ça que tu entends, la chaîne porte le nom d'Agripreneur Visionnaire. À la base, je viens te partager avec toi ces merveilles-là, le poivre. J'ai dit je mettrai la marque. Mais pour beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup pensent que quand on dit il faut mettre la marque, je pouvais venir, prendre un contenant, mettre le poivre dessus et vous coller ça comme ça. Vous voyez que ça prend du temps. Je suis déjà d'abord là à vous éduquer, à partager la connaissance avec vous. Je pouvais venir directement, je dis je vends le poivre, non. Ça fait 4 ans que je partage la connaissance avec vous. Je pouvais dire, je fais des conférences payantes. Mais j'allais faire que dans certaines zones géographiques, beaucoup d'entre vous n'auraient pas bénéficié de ces informations. Mais vous voyez, lorsque je viens que sur YouTube, la magie de YouTube, c'est que avec une vidéo comme ça, un partage, un enseignement, ça impacte plusieurs personnes. Une vidéo que je fais, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 000, il y a plus de 20 000, il y a plus de 50 000 personnes qui voient la vidéo. Ça impacte beaucoup de personnes. C'est comme ça que je fais aussi. Ce n'est ma part de contribution que j'apporte à la communauté. Mais c'est des richesses qui sont énormes. C'est des richesses qui sont vendables. C'est des stratégies que je vendrai aux capitaines d'industrie. C'est des stratégies que je vendrai aux États. Et vous avez vu que je suis venu vous dire ici qu'on se doit de valoriser le produit du terroir. Le manioc, on se doit de produire le manioc. Je suis celui-là qui est venu vous partager ça sur plusieurs fois. Mais la crise ukrainienne est venue démontrer. On a des capitaines d'industrie aujourd'hui qui sont lancés dans la culture de manioc et passés à la phase de transformation. Je viens vous dire ici qu'il y a une autre façon de penser et de voir l'agriculture. Donc tu vois qu'ici, je ne suis pas dans les slogans, je suis dans des choses claires et concrètes. Tu vois que je ne me suis pas lancé dans le domaine agricole parce que j'ai vu une vidéo. Non, lorsque je me suis lancé dans le domaine agricole, aucun youtubeur t'a dit qu'il n'existait. Ceux qui sont présentement là, qui ont pignon sur eux, personne d'eux n'existait. Donc, tout ça, c'est vraiment tel que le fruit de mon imagination. Tout ça, c'est-à-dire que ça vient de moi. Et quand je viens partager ça, c'est pour te dire que ça marche, c'est du concret, c'est du pratico-pratique. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Et à moi de poser la question à tous ceux qui pensent, qui parlent d'agriculture industrielle intensive sur la monoculture, mais qui nous montrent leur plantation, qui nous montrent leur plantation qui s'étend à plus de 300 hectares, 400 hectares de monoculture, qui nous montrent comment ils ont acheté des engins. Et ils nous disent comment est-ce qu'ils transforment les usines. Ils nous disent comment est-ce qu'ils s'en sortent, c'est quoi leur coût de production et qu'est-ce qu'ils gagnent. Moi, je les suivrai avec plaisir. Donc, quand moi je viens parler, c'est parce que j'ai mûri l'affaire. C'est parce que j'ai mis de l'argent. Je dis, à date, nous sommes à plus de 180 millions. Et je sais que le modèle qu'on nous vend de l'autre côté, c'est un modèle qui est hautement coûteux.
eux, ils sont subventionnés au nombre d'hectares. Et qu'en Occident, l'agriculture industrielle, c'est fait par des groupes d'investisseurs. C'est les multimillionnaires, c'est des groupes d'investisseurs qui font aujourd'hui l'agriculture industrielle. Et que lorsqu'ils vont faire l'agriculture industrielle, ce n'est pas une agriculture de consommation. C'est une agriculture pour pouvoir fabriquer les produits dérivés. Alors que nous n'en sommes pas là, nous sommes encore dans une agriculture nourricière. Nourricière. Donc il faut vraiment comprendre les enjeux avant de se lancer. À date aujourd'hui, lorsqu'on demande d'aller faire l'agriculture, le problème de tout le monde, c'est l'obtention des terres. Ah, je n'arrive pas à avoir un hectare. Ah, c'est trop cher. Ah, je ne peux pas avoir. C'est trop difficile chez nous. Trouver les terres, c'est compliqué. Si tu n'arrives pas à trouver un hectare, pourras-tu trouver 50 hectares? Pourras-tu trouver 100 hectares? Pourras-tu trouver 200 hectares? Pourras-tu trouver 2000 hectares? Si tu es incapable d'acheter un hectare, tu seras capable d'acheter un tracteur? Si tu es incapable d'acheter une formation, seras-tu capable d'aller acheter un tracteur de 50 millions? Si tu es incapable de trouver 2 hectares, seras-tu capable d'avoir une machine de batteuse? Seras-tu capable de trouver un capital de 650 millions pour commencer? C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Et à qui va profiter tout ça? Lorsque tu as acheté tous ces équipements, à qui ça profite? Ça va avec quelle économie? Or, avec le modèle d'agroforesterie, où tu imites la nature, c'est gagnant-gagnant. La nature te rend ça au centuple. Et l'argent reste sur place. C'est encore une masterclass. C'est une masterclass. Tu vois, c'est une masterclass. Mais ça, quand je partage ça, combien d'entre vous connaissez ces connaissances? Vous avez l'ampleur de ça. Vous voyez? J'ai dit la dernière fois que certains je vais encore faire d'apartheid. Je sais que ça va encore blesser certains, mais tu sais, ici, je dis la vérité. Même le like que je demande des fois de mettre le like, vous ne mettez pas le like. Les commentaires où je demande même d'apprécier, vous appréciez, mais vous restez en douce. Vous restez en douce. J'ai dit la dernière fois que oui, c'est bien beau de dire, Thierry, que Dieu te bénisse. Je ne reçois plus les Dieu te bénisse. Donnez-moi même les Dieu te bénisse là. Je vais aller convertir ça au pays en argent. Mettez dans les commentaires que Dieu te bénisse. Certains n'écrivent même plus parce que vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Vous aimez quand on vous ment. Moi, je vous ai dit, je prends de mon temps. Ce temps-là, c'est de l'argent. Mais c'est la loi de la semence. Ça fait 4 ans que je partage avec vous de façon gratuite. Je peux venir vous dire uniquement que bon, je vends le poivre. Non. Mais je commence d'abord à donner. Je donne. Je donne. Parce que c'est ça la loi de la semence. C'est ça la loi de la semence. Je partage la connaissance. Cette connaissance qui a permis à plusieurs aujourd'hui de pouvoir aussi se lancer sur diverses et variées cultures et business. C'est des connaissances que je pouvais vendre. Mais vous voyez,